merci de nous retrouver, nouvelle édition de notre matinale. Au programme de cette demi-heure que nous passerons ensemble, nous parlerons de cette enquête lancée par des juristes indépendants de l'Organisation des Nations Unies sur l'utilisation, jugée parfois par la communauté internationale, abusive et contraire au droit international des drones. Pour en parler dans notre première partie d'émission, nous serons avec le docteur David Harari. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. L'art de la guerre, s'il en est, et la façon dont il a été transformé par l'arrivée, il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, des drones, dont David Harari est l'un des inventeurs. En deuxième partie, nous serons avec Charlotte Seknazi, en prélude de la cérémonie des Oscars qui se tiendra le 24 février prochain. On jettera un coup d'œil sur les nominés israéliens et leurs chances de réussite aux Oscars. On commence tout de suite par un point sur l'actualité avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie. Prisonnier X, c'est le nom donné dans les médias à Ben Allen, Ben Alon, Ben Zeiger. Le nom n'est pas défini. La mort de ce prisonnier relève presque en Israël d'une affaire d'État. En effet, Israël donc a confirmé avoir arrêté pour des raisons sécuritaires Ben Zeiger, qui s'est suicidé en détention en 2010. Selon la télévision australienne, il s'agirait d'un Australien qui travaillait pour les services de renseignement israéliens, le Mossad. Le service pénitentiaire d'Israël a détenu un prisonnier qui était un ressortissant israélien, mais qui possédait aussi la nationalité étrangère. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué, sans révéler ni son identité ni les charges pesant contre le détenu. Les 3 identités supposées de cet homme ont été publiées dans la presse étrangère. Ben Zeiger, Ben Alon, Ben Allen. Il aurait dirigé une entreprise informatique et technologique qui vendait du matériel à l'Iran, une couverture pour espionner le programme nucléaire des Mollahs. Détail dans ce reportage. Le voile se lève sur Prisonnier X. Prisonnier X, c'est le nom de code de Ben Zeiger. La censure militaire israélienne a autorisé ce mercredi les médias locaux à citer les informations révélées par une chaîne australienne sur cet ex-agent du Mossad. Certains médias évoquent un rôle d'agent double. Zeiger se serait rendu en Iran, en Syrie, ainsi qu'au Liban. C'est dans l'une des cellules les plus sensibles du pays qu'il a été retrouvé pendu en 2010. Elle avait été conçue à l'origine pour Yigal Amir, condamné pour le meurtre d'Yitzhak Rabin en 1995. Mais le mystère reste entier sur sa mort. Considéré comme un cas de sécurité nationale, c'est le secret qui entourait jusqu'ici l'affaire. Mardi, le député arabe Ahmad Tibi et la patronne du Meretz, Zehava Galon, ont levé le voile en pleine Knesset. Ils demandent au ministère de la Justice de faire la lumière sur les circonstances du décès. Autre illustration de l'opacité de l'affaire, les versions discordantes des autorités australiennes. Those allegations certainly do trouble me on the face of it. I know nothing about this case. It's never been raised with me. Si le chef de la diplomatie australienne n'y avoir été informé des faits, son porte-parole affirme lui que l'ambassade australienne à Tel Aviv connaissait l'existence du prisonnier. Et lorsque Willy Zeiger, l'oncle de l'intéressé, sort du silence, il n'apporte aucun élément de poids. Je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Tout suicide est une tragédie familiale. C'est une tragédie, c'est tout ce que je peux dire. Pour Avigdor Lieberman, le ministre israélien sortant des Affaires étrangères, les députés qui ont alerté l'opinion sur le sujet agissent au détriment des intérêts nationaux. Puis à noter, pour des raisons de sécurité, l'homme a été incarcéré sous une fausse identité, même si sa famille a été immédiatement informée de son arrestation, puis de son décès. C'est ce qu'a ajouté le ministère de la Justice. Les Affaires étrangères australiennes ont reconnu ce matin avoir été informées de ce dossier sensible par les Israéliens, contredisant la version affichée 24 heures plus tôt. Naftali Bennett, qui s'est entretenu mercredi avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou, a rejeté l'offre qui lui avait été faite dans le cadre des discussions en vue d'une prochaine coalition. Des porte-paroles du parti de Naftali Bennett, Abayit Hayehoudi, ont précisé que cette offre avait été faite dans le but de brouiller l'alliance politique avec le parti centriste Yesh Atid. D'autres sources ont précisé que l'offre faite par le Premier ministre incluait le ministère de l'Éducation, les Affaires religieuses et un haut poste dans l'administration de la Défense.
Le gouvernement égyptien a approuvé un projet de loi visant à réguler l'organisation des manifestations, considérées par des associations de droits de l'homme comme une atteinte à la liberté d'expression. La loi doit être votée par le Sénat qui détient le pouvoir législatif jusqu'à la tenue d'élections législatives dans les prochains mois. Cette loi a pour objectif d'assurer la nature pacifique des manifestations et protéger le droit à manifester. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Justice, Ahmed Mekki, lors d'une conférence de presse. De violents combats ont opposé l'armée syrienne aux rebelles autour de bases militaires dans la province d'Alep, alors que la Russie annonçait avoir invité les autorités syriennes et l'opposition pour des entretiens dans les prochaines semaines. Les combats se déroulent autour de la base Brigade 80, c'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette base est en charge de la sécurité de l'aéroport international d'Alep et de l'aéroport militaire d'Al-Nerab. Le chef du comité iranien pour la reconstruction au Liban, Hassan Chatteri, a été tué hier sur la route de Beyrouth-Damas. L'Iran a aussitôt accusé des mercenaires d'Israël. Le commandant en chef de la brigade Al-Quds, le général Qassem Soleimani, a présenté ses condoléances à la famille de Chatteri peu après l'annonce de sa mort. L'Iran a annoncé mercredi un accord sur certains points avec l'agence nucléaire de l'ONU qui veut enquêter sur une possible dimension militaire de son programme nucléaire controversé, tout en confirmant avoir entamé la modernisation d'un site d'enrichissement d'uranium. Des divergences ont été réglées et un accord sur certains points des modalités a été trouvé. C'est ce qu'a annoncé Ali Asghar Soltani, le représentant iranien à l'Agence internationale de l'énergie atomique, à l'issue d'une journée de discussion à Téhéran. Le secrétaire d'État américain John Kerry a exhorté la communauté internationale à répondre avec force au troisième essai nucléaire nord-coréen, et ce, dans le but également d'envoyer un avertissement à l'Iran et son programme nucléaire controversé. Il s'agit de prolifération et il s'agit de l'Iran. Parce qu'ils sont liés, il est important que le monde soit crédible sur ses efforts de non-prolifération. C'est ce qu'a déclaré John Kerry, interrogé par la presse sur l'essai nucléaire qu'a mené Pyongyang mardi dernier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait parvenir d'ici 3 semaines à un accord sur le déploiement de casques bleus au Mali. C'est ce qu'a déclaré Hervé Latsou, secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix. Le déploiement de la force onusienne devrait se faire avant les élections locales, prévues au plus tard le 31 juillet prochain, censées rétablir un pouvoir civil démocratiquement élu au Mali. Après le coup d'État militaire de mars 2012, les casques bleus déployés au Mali seront au nom du nombre de 6 000, mais à terme leur nombre dépendra de celui de la MISMA, censé compter 8 000 soldats. Le président François Hollande est arrivé jeudi à New Delhi pour une visite d'État de 48 heures en Inde, accompagné de 5 ministres et d'une importante délégation de dirigeants d'entreprises. La première visite en Inde du chef de l'État français sera dominée par les enjeux économiques et commerciaux, avec en particulier 2 contrats majeurs en cours de finalisation, portant sur la vente de 126 avions Rafale et d'une centrale nucléaire. Et on termine avec le sport. Manchester a tenu tête au Real Madrid. Le Real Madrid a concédé le match nul en match 1-1 en match de 8e de finale de la Ligue des Champions en encaissant un but à domicile. Merci Elsa pour ce point sur l'actualité. L'enquête a été lancée, le rapport ne sera rendu qu'en octobre prochain. Les drones sont sous le feu de la rampe, l'utilisation très contestée de ces machines de guerre, due probablement aux victimes collatérales. Mais il faut considérer tout de même que ces machines de guerre ont considérablement aidé les armées occidentales à épargner les vies de leurs soldats. Avec nous, David Harari, ancien directeur général des industries aéronautiques israéliennes, prix d'Israël, l'un des inventeurs, on l'a dit en sommaire, de ces drones. On va en reparler, c'était au moment de la guerre du Kippour en 73, si je ne me trompe pas. Un mot d'abord sur ce rapport de l'ONU dont on a parlé. La vive contestation qui enfle autour de l'utilisation de ces drones, elle n'est pas nouvelle. Est-ce que pour vous, il est nécessaire de légiférer sur la question ? Écoutez, avoir lancé une commission d'éthique sur l'utilisation de systèmes, bon, je pense qu'on peut le faire. Mais ça devient un peu exagéré, un petit peu, en ce sens que je ne pense pas qu'on a lancé je me souviens pas qu'on ait pensé lancer une commission d'éthique sur des missiles balistiques ou sur des roquettes qui sont lancées sans savoir où ça va tomber et qui sera touché. Alors que par contre, un système de drone qui est utilisé aujourd'hui vous permet de connaître exactement les cibles que vous allez toucher. Alors, ils sont précis, oui,
Mais manifestement, pas assez encore. Oh, ils sont très précis. Ils sont très, très précis. Au contraire, Israël a démontré qu'elle sait ménager les dégâts collatéraux. Je crois que nous sommes la seule armée, ou nous sommes parmi les premières armées qui savons contrôler les dégâts collatéraux, et nous l'avons démontré dans différentes opérations. Donc je me pose la question, en tant que simple citoyen, si cette commission-là n'est pas une autre commission un peu, je dirais, entre guillemets, hypocrite Vous dénoncez un peu d'hypocrisie absolument, absolument. dans ces réactions de la communauté absolument. On n'a pas fait une étude ou bien une commission d'éthique pour les tireurs d'élite, les snipers qui tirent sans qu'on sache où ils vont tirer, etc. Alors justement, est-ce qu'un drone, c'est plus efficace que des avions avec pilote, que des pilotes absolument. de chasse? Oui, absolument. Un drone peut être beaucoup plus efficace puisque vous savez exactement où vous allez tirer. Maintenant, c'est vrai que les Américains et je crois les Anglais, mais enfin je crois que les Américains surtout, ont utilisé ce type d'armes. Il faudra voir un peu comment ils l'ont fait, comment ils vont faire. Il y a à se poser la question aussi, d'après ce que j'ai compris, quels sont les pays qui ont posé la question. C'est, je crois, la Russie et le Pakistan, qui ne sont pas des exemples de... Des références en matière de droit martial. Voilà, absolument. Alors, est-ce qu'on peut justement excuser ces dommages collatéraux, en quelque sorte, par la nécessité? Ces drones, finalement, ils ont comme cible des terroristes, que ce soit au Yémen, au Pakistan, comme vous l'avez mentionné, ou en Afghanistan, on va en reparler. Est-ce que la lutte contre le terrorisme excuse tout? La lutte contre le terrorisme, je ne dirais pas excuse tout. Mais elle est nécessaire et nous devons nous savoir contrôler cette chose. Mais non, le fait que justement ce terrorisme est contre des démocraties, ça rassure un petit peu, parce que ces démocraties dont fait partie Israël savent comment contrôler tout ça et font attention. Mais je ne crois pas qu'il faut pousser à l'excès, parce que ça, vous savez, tout excès est dangereux, et puis on n'arrive plus à contrôler cet excès-là. Donc je pense que oui, réellement, que le terrorisme nécessite des moyens de défense contre toutes les démocraties, parce que le terrorisme attaque les démocraties, et nous devons le faire. C'est nécessaire d'avoir tous ces moyens-là, surtout de surveillance. On va revenir sur justement le monsieur antiterrorisme américain, John Brennan, qui est l'actuel chef de la CIA, qui a été récemment auditionné par plusieurs commissions américaines pour l'utilisation abusive, mais on revient sur ces termes des drones à l'action meurtrière. C'est en tout cas ce que ces commissions considèrent. Est-ce que ça pourrait arriver ici en Israël, un chef du Mossad qui serait mis sous les feux de la rampe? Écoutez, le dernier événement qu'on vient d'entendre tout à l'heure montre que justement le Mossad est actuellement sous contrôle. Oui, on peut le faire. Dans toute démocratie, tous les services de renseignement, tous les services gouvernementaux sont soumis plus ou moins au contrôle public. Mais il faut pas trop abuser aussi. Il faut savoir contrôler ça. Donc, est-ce que vous estimez qu'à présent, il va falloir redéfinir d'une certaine façon le droit martial, la législation, pour que les nouvelles technologies de surveillance, de guerre soient soumises différemment à la loi? Écoutez, il faut comprendre aussi l'évolution dans le monde. Le monde aujourd'hui est beaucoup plus sensible de toutes ces commissions d'éthique, etc. Donc, ils vont établir. Je suis convaincu qu'en fait, tous ceux que ces commissions vont établir sont en fait déjà appliqués. Sont déjà appliqués. Alors peut-être il y aura quelques modifications d'ici de là, mais dans 90%, 95% des recommandations de ces commissions qui feront sortir quelque chose sont certainement déjà appliquées, surtout dans les pays démocrates, dont fait partie Israël. On va revenir sur un point. On est en décembre 2011. Un drone américain s'écrase sur le sol iranien. Les Iraniens affirment être capables de le reproduire. Est-ce que c'est si facile de recréer un drone, vous qui en avez inventé? Est-ce que finalement cet appareil, décrit à la pointe de l'industrie militaire américaine, israélienne et du monde entier, est-ce que c'est finalement si facile de l'imiter? Écoutez, on appelle ça dans le jargon reverse engineering, c'est-à-dire le développement à l'envers. On a le produit, on essaye de repartir, de voir comment il a été construit, etc.
pour faire ça, il faut avoir une infrastructure déjà de développement qui vous permette de comprendre comment on peut y arriver. Personnellement, j'estime que... D'abord, on ne connaît pas quel est ce type d'avion qui est tombé des Américains. On ne sait pas le niveau technologique. D'après la configuration aérodynamique, c'est un avion furtif, donc assez avancé technologiquement, et ceci nécessite une infrastructure technologique, industrielle, de développement et de fabrication remarquable. On met souvent en doute les affirmations des Iraniens sur ces questions. Moi, personnellement, je doute qu'ils puissent récupérer. La seule chose qu'ils peuvent comprendre, c'est la configuration aéronautique qu'on enseigne dans toutes les universités. Tous leurs ingénieurs connaissent cette configuration, savent ce qu'il faudrait faire, mais ont-ils les moyens de le faire, connaissent comment le faire? Il faudrait vraiment qu'ils soient très avancés pour pouvoir utiliser ça. Et alors, la question à se poser, c'est s'ils sont tellement avancés, ont-ils besoin de ça? Donc, je suis un peu sceptique, un peu de ça, bien que, je crois, la semaine dernière, ils ont montré un avion, comme quoi ils avaient un avion déjà furtif. Mais manifestement, selon certaines déclarations des Israéliens, ça aurait été un montage fait par ordinateur. Il y a eu certaines... Oui, c'est tout ce qu'il y a de plus possible. Certaines déclarations. C'est tout ce qu'il y a de plus possible. C'est tout à fait possible. On sait faire des avions, on sait construire des avions qui ont une représentation furtive, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont furtifs. Voilà. David Harari, c'est le fleuron de l'industrie militaire israélienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette idée d'un appareil devenu aujourd'hui ce qu'on connaît, qui fait parler les médias et les spécialistes de l'industrie militaire? Alors, je vais peut-être détruire un mythe, etc. David Harari ne s'est pas réveillé un jour et a dit « je vais inventer quelque chose ». La demande du renseignement, c'est une demande très vieille. Depuis tous les temps, les armées avaient besoin de renseignements avant de faire une opération. En 1973, on avait découvert malheureusement qu'il y avait beaucoup de zones dangereuses défendues par des missiles sol-air, étaient dangereux pour nos pilotes. Et la preuve, c'est que les 2 premiers jours de la guerre de Kippour, nous avons perdu malheureusement énormément de pilotes. Donc, il fallait trouver un moyen d'avoir cette information juste avant l'opération militaire, c'est-à-dire rechercher des zones dangereuses. Et puisque c'était des zones dangereuses, il ne fallait pas que le pilote puisse aller là-bas. C'est ça, des drones pour la surveillance et puis pour sauver des vies, c'était l'objectif principal. Absolument. Il fallait donc envoyer, comme j'ai toujours dit, une caméra volante pour pouvoir faire ça. Alors, nous étions une petite équipe qui avait commencé à réfléchir à ces choses-là, et puis voilà, ça a démarré. Mais l'idée, c'était justement d'envoyer à une certaine distance une caméra qui pouvait nous transmettre en temps réel, par une télévision, telle que nous l'avons aujourd'hui ici, l'information. Une idée belle, importante, sur le point de vue sécuritaire, à laquelle, au départ, finalement, pas grand monde ne croyait. Un peu comme si on parle aujourd'hui du système d'hommes de fer, on peut en dresser un petit parallèle. Oui. Écoutez, toujours, d'abord, surtout qu'on avait commencé avec un petit avion tout petit, donc c'était un peu le jouet. Nous étions considérés aux industriels... Mais ça ressemble plus à une maquette qu'à un véritable instrument de guerre. Absolument, non, c'était un petit avion des modélistes, enfin les modélistes qui utilisaient tel avion. Nous étions considérés, la petite équipe que nous avions, nous étions tous d'abord tous jeunes, et nous étions considérés ceux qui s'amusaient. Surtout que c'était à la même période qu'on développait le Lavi, l'avion de combat futur d'Israël, où c'était évidemment le plus important. Et c'est vrai, c'était beaucoup plus important que cela. Donc, on considérait. Nous y avons cru, nous avons développé, nous avons travaillé, nous avons trouvé des gens qui croyaient à l'armée. Et c'est ça qui nous a aidés, parce que je ne veux pas donner de nom d'hommes militaires célèbres en Israël qui se sont moqués de nous au départ. Mais d'autres nous ont aidés, et c'est comme ça qu'en 82, à la première guerre du Liban, nous avons utilisé les premières En tout cas, c'est un projet qui, depuis 73 et depuis les évolutions, a été largement rentabilisé. Si vous deviez retenir un de ces avions, un de ces aéronefs, de ces modèles que vous aviez créés, qui a été développé et qui vous a particulièrement marqué, ce serait lequel ?
C'est celui que je crois qu'il y en avait deux. Le premier qui nous a permis de découvrir justement ce qu'on pouvait faire. Et aujourd'hui, le Héron, qui est aujourd'hui utilisé à grande échelle, non seulement en Israël, mais dans pas mal de pays européens et asiatiques. Vous avez parlé d'Afghanistan. Cet avion-là a volé au sein de, je crois, de 6 ou 7 pays qui faisaient partie de la coalition qui travaillait en Afghanistan. David Harari, aujourd'hui, drone de surveillance, drone d'attaque en Israël, quelle est l'utilisation privilégiée? Le renseignement. En Israël, on utilise uniquement le renseignement, que ce soit en période de paix ou en période entre deux opérations militaires, je dirais, pour être plus israélien, et aussi en opération militaire. Mais c'est surtout en temps de paix où que nous utilisons ça pour des renseignements. Et c'est remarquable, en fait. Si vous voulez, c'est un petit satellite qui va voler à une altitude de 3 km, de 4 km, et qui va donner le renseignement journalier. Et dont les potentiels sont toujours améliorés. Alors, on sait que cette industrie est toujours en développement, s'améliore au quotidien. Quelles sont les prochaines innovations à attendre? Quelles sont, écoutez, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la quantité de l'information qu'il faut transmettre. Là, ce matin, on a présenté dans De Marker une unité un peu spéciale de l'artillerie qui, justement, présente une nouvelle amélioration, qui est la quantité de l'information qu'on peut transmettre. La technologie vous permet d'augmenter ceci. Si je compare à ce que nous avons fait en 1970, ce n'était pas la même chose. Aujourd'hui, grâce à la miniaturisation, on arrive à réduire les volumes. Donc, on améliore toujours ça. Le plus important, c'est la quantité d'informations qu'on arrive à transmettre à l'opérateur et surtout, si c'était possible, de rendre l'avion, le véhicule, beaucoup plus intelligent, plus autonome, qui sait réagir à des pannes, on lui introduit l'intelligence artificielle, etc. David Harari, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous restez avec nous, on va parler cinéma et armée israélienne, une association un peu particulière, mais qui sera faite avec Charlotte Seknazi. Restez avec nous, deuxième partie d'émission. Charlotte Seknazi, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous allez nous parler de la cérémonie des Oscars qui va se tenir le 24 février prochain. À la fin du mois, le 24 février, la 85e. De quoi on va parler à cette cérémonie? Alors, donc justement, la cérémonie des Oscars, il faut savoir que pour cette 85e cérémonie des Oscars, parmi donc les 5 nominés pour l'Oscar du meilleur film documentaire étranger, 2 films documentaires israéliens ont été nominés. 5 nominés, 2 israéliens. Exactement. Plus précisément, un israélien et un israélo-palestinien. Oui, c'est ça. Il y en a un qui fait controverse sur la définition de sa nationalité, israélo-palestinien. On va en reparler juste après. Le premier sur lequel on a voulu se concentrer aujourd'hui, Gatekeepers, les gardiens, très contesté. Alors, c'est un film contesté. Donc déjà, c'est intéressant de savoir que ce film vient de remporter le prix du meilleur documentaire du Festival du cinéma pour la paix à Berlin. Ce documentaire va être diffusé aussi pour ceux que ça t'intéresse le 5 mars sur Arte. Alors, The Gatekeeper, c'est un film documentaire qui a été réalisé par Dror Moré. Le film a la particularité en fait de réunir des interviews exceptionnelles. Donc voilà, on voit ce que vous êtes en train de dire, ces chefs des services de renseignement israéliens qui témoignent, et c'est inédit. C'est ça, ce sont des documentaires finalement, des interviews exceptionnelles et inédites qui réunissent en fait 6 anciens dirigeants du Shin Bet, le Shin Bet qui est l'agence de renseignement chargée de la sécurité pour Israël, contre la lutte contre le terrorisme et l'espionnage. Alors c'est quand même incroyable quand on réfléchit, ces 6 personnes qui sont plutôt habituées, les responsables du Shin Bet en général, ils sont pas très loquaces, ils divulguent pas énormément de secrets, et puis là pour le coup ils s'expriment devant les caméras avec une certaine aisance. Comment ça se fait? Alors donc on va parler tout de suite donc comment finalement ce producteur a réussi à finalement approcher ces 6 anciens dirigeants du Shin Bet. Il faut savoir déjà que ce film parle de plusieurs actions
qui ont été organisés par les services secrets israéliens depuis la guerre des 6 jours en 67 à nos jours. Chacun à leur tour, finalement, les 6 anciens dirigeants du Shin Bet vont parler et raconter 30 ans d'histoire de lutte contre le terrorisme et finalement la gestion de la question... Ils en parlent de façon assez critique. Exactement, voilà. Particulièrement acerbe. Qu'est-ce qui ressort finalement de ces interviews? Uniquement les bavures? Alors justement, donc ce sont les bavures qui ressortent exactement, les incidents sur le terrain menés par l'armée israélienne et aussi finalement les doutes sur les biens fondés de la politique des dirigeants israéliens de nos jours. C'est vrai que c'est assez troublant parce qu'il s'agit d'aveux précis et d'une liberté presque dérangeante, vous voyez. David Harari, vous êtes d'accord avec cette analyse? Une liberté dérangeante, ça vous a choqué? Non, pas du tout, mais je crois qu'on exagère un petit peu toujours dans ces choses-là. Je n'ai pas vu le film, il faudra peut-être certainement le voir. On peut toujours, dans toute opération, on peut montrer justement des bavures, etc. Mais à côté de ces bavures, il y a 90%, 95% de succès qui permettent de préserver l'État d'Israël. C'est sûr. Mais est-ce que ces responsables israéliens étaient dans leur rôle en mettant en avant justement ces... Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, ces responsables-là, mais je présume que... Dans toute action, on peut montrer des points négatifs. Le problème n'est pas de savoir quels sont ces points négatifs. On doit les faire en comparaison à tous les points de succès et positifs et voir le pourcentage. Moi, j'estime, sans connaître le détail, que c'est quelques pourcentages faibles de pourcentage. Mais là, il faut voir ce film-là. Tout est relatif. Tout est relatif. Donc, absolument. Dans la vie, c'est la conclusion pour notre vie. Nous vivons dans une vie relative. Tout est relatif. Rien n'est absolu. Rien n'est absolu. On verra la conclusion des Oscars. Deuxième documentaire dont vous vouliez nous parler ce matin, 5 caméras brisées. Exactement. Donc le deuxième documentaire dont je voulais parler, c'était Les 5 caméras brisées. C'est un film qui a été diffusé déjà le 9 octobre sur Arte. Alors ce film, c'est un film qui raconte une histoire dans le village de Bilin, un village en Cisjordanie, où Emad est un cinéaste. Emad est un cinéaste qui commence à filmer ce qui se passe dans son village à partir de 2005. 2005, c'est le moment où la barrière de sécurité a été construite. Il filme aussi les manifestants de ce village. Et donc l'année suivante, Emad filme aussi donc, les activités de lutte menées par 2 de ses meilleurs amis, ainsi que son fils qui grandit. Bientôt, les événements vont affecter sa famille et puis sa propre vie. Il filme absolument tout, la violence, les pertes de vie, les raids nocturnes qui affolent les villageois, etc. Donc, il faut savoir que... 2 films privés dont vous venez de nous parler, celui-ci aussi est très politisé. Très, très, très politisé. Il faut savoir que donc Emad utilise 5 caméras. Une caméra après l'autre est brisée. 5 au total, d'où le nom du film, 5 caméras brisées. Et son message. Alors justement, donc en fait, Emad va contacter un producteur israélien en 2009, Guy Davidi, qui ensemble vont, avec l'aide de ces 5 caméras et des histoires qu'elle raconte, vont créer ce film et monter ce film. Le message qu'il veut faire passer, finalement, c'est un message à caractère politique, puisqu'il dénonce la barrière de sécurité, un message aussi dramatique, puisqu'on rentre finalement dans la vie de ces villageois et on observe finalement leur lutte quotidienne, et aussi un message poétique, puisqu'il filme en même temps donc, son fils qui grandit et ces événements en fait vus par les yeux d'un enfant innocent et qui voit finalement des choses qu'il ne devrait pas voir à son âge. Donc des films particulièrement politiques pour les prochains Oscars, pour la 85e cérémonie. Vos pronostics, Charlotte, pour ces Oscars, est-ce qu'ils vont cette fois remporter? On sait qu'il y a souvent des nominés israéliens aux Oscars, il y a rarement des vainqueurs. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez qu'il y a une chance pour ce film documentaire? Alors écoutez, moi je pense que déjà les avis sont controversés, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont une chance? Bon bah écoutez, c'est vrai que depuis 2000, il y a au moins une dizaine de films qui ont déjà été nominés aux Oscars, depuis 2008 on en a observé 5. Est-ce qu'ils vont remporter l'Oscar? Écoutez, je ne peux pas vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les avis sont controversés. Est-ce qu'on serait content ou non qu'ils remportent les Oscars finalement et qu'ils soient diffusés très largement à travers le monde? Ça en fait, les avis sont controversés puisque il y a des personnes qui critiquent et qui jugent ces films comme une honte, comme finalement des films dangereux, et d'autres qui, au contraire, félicitent le courage et l'observation. Et la liberté d'expression, voilà, l'objectivité, exactement. Donc,
Donc rendez-vous le 25 février pour avoir cette réponse des Oscars. Vous serez avec nous. Merci Charlotte de cette présentation de ces deux documentaires. Donc on va passer à un tout autre sujet. C'est justement Charlotte, est-ce que vous avez des programmes ce soir pour la Saint-Valentin de prévu? Écoutez, je ne me permettrai pas de poser la question à si, justement. Pourquoi alors pas. Dites-nous. Bien sûr. Quels sont vos plans? Rester avec ma femme. Un excellent plan. Alors sachez tout de même que les Israéliens perçoivent de façon un peu différente de la Saint-Valentin. Ils ne se sentent pas forcément très concernés. On est allé dans les rues de Tel Aviv leur poser la question. Regardez. Reportage donc sur la Saint-Valentin qui tarde manifestement à venir. Petit souci technique que quelques secondes seulement suffiront à résoudre, mais Charlotte qui ne nous a pas réellement répondu sur ces programmes de la Saint-Valentin finalement. Donc peut-être parce que justement mon fiancé est israélien, donc je n'ai rien prévu pour l'instant, peut-être qu'il me fera une surprise et me surprendra cette année, on verra. C'est parce que votre fiancé est israélien qu'il fête la Saint-Valentin à Tou B'Av, c'est-à-dire le 15 du mois de Av, approximativement au mois de juillet-août, c'est la date des Israéliens. Vous aussi, vous la fêtez 2 fois du coup, David? Non, en tout cas, je ne me rendais pas compte que c'était ce soir la Saint-Valentin, mais je vais tout de suite téléphoner à mon épouse pour qu'on fasse quelque chose. Tout simplement, c'est tout. Excellent. Alors regardez plutôt ce que les Israéliens pensent de la Saint-Valentin. On en parlera peut-être après. C'est aujourd'hui la Saint-Valentin, considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Nous sommes allés à Tel Aviv, réputée libertaire et dynamique, pour voir si cette fête trouvait un écho. C'est quel jour demain ? Eh bien, jeudi. C'est bientôt la fête de Purim, non? Oui, mais il y a aussi la Saint-Valentin. Ça vous dit quelque chose? Pas vraiment. C'est la fête des amoureux. Comment ça? D'après qui? Aucune idée. Valentin peut-être? Dans mon pays, on célèbre ce jour beaucoup plus qu'ici. On fait la fête. Nous, on a déjà notre fête des amoureux à nous. C'est Tou B'Av. En effet, dans le calendrier hébraïque, la fête de Tou B'Av, qui tombe début août, est la fête de l'amour, et la fête des amoureux, pour le public laïque. On fête aussi la Saint-Sylvestre, ça n'est pas une fête à nous, mais on aime bien faire la fête. Oui, le nouvel an juif et chrétien. Peut-on célébrer la Saint-Valentin sans dépenser un sou? Impossible, à moins d'avoir son propre jardin et d'y cueillir des fleurs. Je suis opposée au concept d'une fête de l'amour. Je pense qu'on devrait célébrer l'amour tous les jours et ne pas commercialiser cela. Le but de cette fête, c'est qu'on consomme encore plus et ça me plaît pas. Alors en conclusion, la Saint-Valentin en Israël n'est pas ce qu'on pourrait appeler une fête particulièrement marquante, mais plutôt un emprunt de plus au calendrier grégorien à but principalement commercial. Saint-Valentin, fête commerciale, mais fête quand même en Israël. On termine avec un point et un rappel sur les titres de cette matinée. Israël qui a confirmé avoir arrêté pour des raisons sécuritaires Ben Zaiger qui s'est suicidé en détention en 2010. Selon la télévision australienne, il s'agirait d'un Australien qui travaillait pour les services de renseignement israéliens. Le service pénitentiaire d'Israël a détenu un prisonnier qui était un ressortissant israélien mais possédait aussi la nationalité étrangère, c'est ce qu'a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué sans révéler ni son identité ni les charges pesant contre le détenu. Les 3 identités supposées de cet homme ont été publiées dans la presse étrangère. Ben Zaiger, Ben Alon, Ben Allen. Il aurait dirigé une entreprise informatique et technologique qui vendait du matériel à l'Iran pour espionner le programme nucléaire des Mollahs. Et puis l'actualité également en Égypte avec le gouvernement qui a approuvé un projet de loi visant à réguler l'organisation des manifestations considérées par des associations de droits de l'homme comme une atteinte à la liberté d'expression. La loi doit encore être votée par le Sénat qui détient le pouvoir législatif jusqu'à la tenue d'élections dans les prochains mois. Et l'actualité au Mali, le Conseil des Nations Unies devrait parvenir d'ici 3 semaines à un accord sur les déploiements de casques bleus dans le pays. C'est ce qu'a déclaré Hervé Latsou, secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix. Le déploiement de la force onusienne devrait se faire avant les élections locales prévues au plus tard le 31 juillet prochain. Des élections censées rétablir un pouvoir civil démocratiquement élu au Mali après le coup d'État militaire de mars 2012.
Et un mot de sport pour terminer. Manchester qui a tenu tête au Real Madrid. Le Real Madrid a concédé le match nul 1-1 en match de 8e de finale de Ligue des Champions en encaissant un but donc à domicile. Voilà pour le point sur l'actualité. C'est ainsi que se referme notre dernière matinale de la semaine. Nous, on se retrouve dimanche à 9h30 heure israélienne, 8h30 heure française. On espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien.